Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette activité Midi Discussion, activité qui est co-organisée par l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère, qui est située à l'Université de Saint-Paul à Ottawa. Je me présente, mon nom c'est Jonathan Durand-Folco. Je suis professeur dans cette école depuis 3 ans et demi environ. Et je donne actuellement le cours qui s'intitule Démocratie et engagement citoyen. Et c'est dans le cadre de ce cours, il y a plusieurs étudiants qui sont présents avec nous dans cette rencontre Zoom. Donc, c'est une suite à leur cours qui portait sur la question de la démocratie et de l'influence des médias sociaux, des technologies numériques sur la participation publique, sur notre espace public, sur les processus électoraux. Donc, dans le cadre de cette activité, j'ai eu l'idée, en fait, d'inviter une personne que je connais un peu à travers les réseaux sociaux, justement, Nelly Brière, que j'ai eu la chance de rencontrer un peu, qui est à la fois journaliste, chroniqueuse, consultante dans le champ de la communication numérique et des médias sociaux. Donc, elle connaît bien tout cet univers. On pourrait dire que c'est une experte journaliste citoyenne de ces enjeux. Et pour vous mettre un peu en contexte, pourquoi je l'ai invitée? D'une part, parce que c'est une voix forte, d'après moi, dans différents médias à propos du rôle des médias sociaux. Qu'est-ce que ça a comme avantage, comme aspect négatif? Comment on peut les utiliser de façon intelligente? Et dans le cadre, en fait, du documentaire que vous avez peut-être vu pour la plupart de Social Dilemma, qui est un documentaire qui a été, en fait, qui a fait boule de neige, il y a eu beaucoup de commentaires, de réactions très vives, parfois extrêmement enthousiastes, parfois très critiques. De mon côté, je l'ai beaucoup apprécié malgré ses défauts, donc j'ai eu un certain enthousiasme. Et j'ai vu que sur les médias sociaux, Nelly Brière avait une position beaucoup plus critique que la mienne, qui soulignait en fait ces différents angles morts, les problèmes peut-être qu'on pouvait voir à travers ce documentaire. Donc, je voulais l'inviter pour avoir sa perspective dans le cadre de ce cours et puis avoir la chance d'ouvrir la discussion pour un plus grand nombre de gens qui allaient pouvoir se joindre à nous. Donc, c'est moi qui va juste animer la discussion aujourd'hui. Je suis comme un peu le professeur du cours. Vous êtes invité dans l'innovation sociale, mais la parole va être donnée vraiment à Nelly Briard dans un premier temps. J'ai quelques questions pour elle. Et ensuite, on va passer une période de discussion plus large avec le public, donc avec vous dans la salle ici, qui allez pouvoir poser vos questions dans le chat. Si vous voulez écrire des questions, n'hésitez pas à les prendre en note. Et ensuite aussi, si vous avez des questions que vous voulez poser de vive voix, vous allez pouvoir soit lever la main avec l'onglet participant, lever la main. Et ensuite, je vais prendre des tours de parole pour animer la discussion avec Nelly Brière. Donc, cette activité devrait durer jusqu'à 1h30 au plus tard. On va essayer de finir vers 1h15, mais je ne voudrais pas prendre trop de votre temps non plus. Donc, est-ce que ça vous convient comme forme de discussion pour la prochaine heure? Ça vous convient? Parfait. Donc, je vais commencer tout de suite. Merci beaucoup, en fait, Nelly, d'avoir accepté cette invitation, comme je l'ai dit, dans le cadre de ce cours de démocratie et engagement citoyen. C'est une chance, en fait, de t'avoir ici pour pouvoir échanger sur un documentaire et sur un sujet plus large aussi qui touche notre actualité. On a eu les élections américaines la semaine dernière. Ça se poursuit encore. On a Oui, beaucoup on voit que je n'ai pas fini de colorier mes petites étoiles derrière. Puis peut-être juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne sais pas si peut-être tu voulais te présenter un peu plus, expliquer peut-être ton parcours où tu te situes par rapport à cet univers. Puis après ça, je vais rentrer avec une série de questions que je vais avoir pour toi. Oui, ben, je travaille vraiment activement et complètement en communication, particulièrement numérique et réseaux sociaux depuis plus de 10 ans désormais. J'ai travaillé beaucoup avec les médias, j'ai travaillé avec Radio-Canada plusieurs années. J'ai aussi travaillé avec d'autres médias d'information, avec des syndicats, avec un parti politique où j'ai pris en charge toutes les communications, pas seulement les communications numériques. Et je m'intéresse particulièrement à tout ce qui est mobilisation citoyenne, des enjeux de démocratie, de numérique et aussi des jeunes, de l'éducation, dans leur rapport au numérique, de l'entrée des écrans dans les maisons, dans les écoles, etc. Donc, c'est toutes des questions sur lesquelles je me documente, je lis, j'interagis, je suis en ligne avec beaucoup de chercheurs universitaires sur ces questions-là pour avoir une rigueur dans ce que je vais mentionner quand j'ai mes chroniques ou mes conférences, parce que je fais aussi beaucoup d'interventions dans les médias, comme l'a déjà dit Jonathan. Mais aussi, pas que, là, je fais des conférences un peu partout sur ces différents sujets-là. Alors, j'essaie d'avoir des assises quand même avec une méthodologie et une certaine rigueur en m'appuyant sur
le travail des chercheurs. Hein, c'est ça, là. C'est de rendre utile toute cette énergie, n'est-ce pas? Donc, alors voilà. Social Dilemma, ça touche toutes ces cordes-là en même temps. Donc, c'est sûr que j'ai fortement réagi en ayant vu le documentaire parce que tout ce que je viens de nommer se retrouve un peu illustré dans ce documentaire. Super. En lien avec ça, pour entrer dans le vif du sujet, donc la séance de ce midi va porter un peu plus directement sur le documentaire de Social Dilemma. Pour les gens qui ne l'auraient pas vu, je pense que vous allez pouvoir suivre la conversation si vous connaissez minimalement les enjeux qui touchent les médias sociaux, la démocratie, puis je vous invite à aller le voir par la suite avec votre esprit critique. Mais on va quand même rentrer dans le vif du sujet pour la plupart des gens qui l'ont vu. Les étudiants dans ma classe l'ont écouté, entre autres, regardé. Ils ont fait même des journaux de bord pour un peu réfléchir à c'était quoi leur impression face au documentaire. Est-ce qu'il était exagéré? Est-ce qu'il était pertinent face à la situation actuelle? Puis pour rentrer dans le vif du sujet, première question, quels sont d'après toi les points forts de ce documentaire? Donc, quelles sont ses forces et qu'est-ce qui permet de montrer? C'est quoi les thèses principales du documentaire? Et qu'est-ce qui permet peut-être de mettre en lumière vis-à-vis le grand public qui n'a pas toujours conscience du rôle des médias? Donc, c'est quoi? Ben, en fait, l'aspect qui est intéressant, parce que, bon, on a justement beaucoup de techniciens ou des ingénieurs, des gens qui ont mis les mains dans la construction de plusieurs structures là, qui font partie des plateformes de réseaux sociaux. Et ce que ça donne d'intéressant, c'est qu'on explique certains mécanismes, particulièrement en lien avec les algorithmes et les intelligences artificielles qui sont implantées, qui sont connus quand même depuis quelques années. Là, moi, ça fait plusieurs années que ça fait partie de mes formations, cet aspect-là, mais ce n'est pas tout le monde qui prend des formations en réseaux sociaux. Là. Alors, ce que ça a d'intéressant, ce documentaire-là, c'est que ça vient porter cette connaissance-là de façon plus populaire à tout le monde. Ça amène aussi peut-être une certaine prise de conscience sur le fait que c'est de l'omniprésence de ces intelligences artificielles-là, de ces algorithmes-là, mais aussi la réflexion qu'il peut y avoir des biais, hein, parce qu'on comprend que c'est construit donc par des personnes qui sont représentées dans ce documentaire-là, particulièrement, c'est eux qui prennent la parole. Donc, on voit que ces gens-là peuvent être porteurs eux-mêmes de certains biais, que l'idéologie ou les objectifs économiques des entreprises peuvent aussi moduler, avoir un impact sur ces structures-là. Alors ça, cette prise de conscience-là, elle est intéressante. On peut dire aussi que ça amène la conversation. Moi, en fait, je pense que c'est le point que j'ai le plus apprécié, c'est que les gens se sont mis à en parler davantage. Alors, ça ouvre des portes, ça ouvre un champ d'intérêt qui permet d'évaluer la question de plus en plus. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé, comme tu le dis, Jonathan. C'est intéressant parce qu'il y en a de plus en plus avec une posture un peu plus critique, là, parce que justement, on s'intéresse à ces questions-là, c'est de plus en plus large. Il y a des gens qui ont différentes perspectives ou modes de pensée qui s'intéressent à la question et ça amène, disons, une couverture plus intéressante de ce sujet-là. Mais je dirais un des grands points forts de ce documentaire-là, c'est évidemment son aspect efficace émotivement et au niveau du box-office, je veux dire, ça marche. Cette production fait mouche, disons. Il y a beaucoup d'écoute. En lien peut-être avec ce point que tu viens de mettre en lumière un peu l'efficacité émotionnelle, donc aussi comment il est présenté, c'est à la fois documentaire, mais aussi un mi-drame, mi-documentaire, donc un aspect un peu dramatique, il y a des mises en scène parfois où on voit la personnification un peu des algorithmes dans la tête de quelqu'un et on voit un peu des scènes avec des scènes familiales ou avec des enfants ou des jeunes qui sont accros à leur écran. Des scènes aussi avec des marches des manifestations. Donc, il y a tout un aspect un peu dramatique, peut-être pour aller toucher le cœur du public. Mais d'après toi, c'est quoi cet aspect-là? Puis est-ce que ça va empiéter sur le contenu du documentaire ou est-ce que ça a un effet peut-être négatif de miser autant sur les affects? Et c'est quoi, d'après toi, en fait, les problèmes avec ça? Est-ce que déjà, le film est nommé ainsi, c'est un docudrame, c'est un drame documentaire. Donc, déjà, la portion drame est clairement annoncée dans la description là, sur Netflix du documentaire. Fait qu'au moins, on ne fait pas semblant de n'être que de l'information, on mentionne l'aspect très émotif. Là, disons que la mise en forme de l'information qu'on nous véhicule là-dedans est quand même extrêmement spectaculaire. Là. Ne serait-ce que la musique qui fait beaucoup référence d'ailleurs à la culture populaire des films américains, hollywoodiens. Une entrée avec une petite chanson à la Harry Potter. Il y a un travelling qui rappelle même l'introduction du film Harry Potter. Plusieurs éléments qui rappellent l'aspect de la magique des algorithmes un peu plus. Puis,
on pourrait penser qu'il y a un Voldemort dans l'histoire. Il y a aussi même certains moments où il y a du violon tendu à la The Shining. Bref, la musique vient vraiment exacerber là, l'émotion, la tension, la peur, la crainte qu'on peut ressentir dans les sketchs. Parce que là, il y a les sketchs qui ponctuent les interventions de ces experts et spécialistes, ces bons travailleurs de Silicon Valley. Et ces sketchs-là sont extrêmement dystopiques. Hein? On n'y va pas dans la nuance. C'est très manichéen. C'est deux jumeaux qui sont d'ailleurs tout de noir vêtus et qui vont changer leurs vêtements pour des vêtements blancs à la fin. Donc, il y a un petit côté catholique, chrétien, en tout cas, le bien, le mal là-dedans. Alors, on attribue, dans le fond, une posture bien ou mal aux algorithmes. On est aussi beaucoup dans un mode de panique, certains manques de nuances, où est-ce qu'on on met en scène le concept d'algorithme, mais avec une espèce de vocabulaire, de sketch, de complot, façon complot. Alors, ça donne l'impression là, que ces jumeaux-là intègrent des algorithmes qui cumulent des informations sur nous, qui nous analysent personnellement et qui là vont se dire « cette personne-là, elle s'intéresse à ça, alors on va faire ça pour la manipuler », alors que ce sont des calculs, là, c'est pas personnifié et c'est pas de cette manière-là que nos données sont traitées. Mais là, on les incarne d'une façon fictive qui est très troublante, en fait. Et dans le fond, on dénonce une manipulation, mais on l'effectue en même temps. Dans le fond, on fait ce qu'on dénonce parce que cette mise en forme-là est manipulante, en quelque sorte, parce que comme elle génère des émotions vives, peut-être que ça peut nous faire perdre le contact de la rationalité à quelque part, là, OK. dans la réflexion. Donc, un des éléments que tu amènes, c'est peut-être que le film est exagéré, il est à la limite, il va un peu contribuer à la manipulation, avoir un caractère propagandiste peut-être un peu, il essaie d'aller toucher les gens, il personnifie, simplifie. Est-ce que c'est le seul défaut du film d'avoir un peu exagéré, manqué de nuances? Il y a autre chose peut-être que tu as dans pourquoi le film, d'après toi, a des enjeux, des problèmes, des angles morts. Donc, est-ce que c'est juste parce que c'est un drame ou il y a autre chose aussi qui se cache peut-être? Non, il y a beaucoup d'autres choses parce qu'en fait, l'effet dramatique, c'est pour ponctuer des points de vue, dans le fond. Mais ces points de vue-là sont à la base, à mon avis, biaisés parce qu'il y a un manque de représentativité, si on veut, dans les intervenants. On est beaucoup avec des gens qui ont travaillé dans l'industrie, donc qui ont un point de vue d'ingénieur. Hein, puis parfois, là, comme le dit l'expression, à force on voit que des clous et on pense que les solutions, c'est de taper sur les clous, alors qu'on ne voit pas dans l'ensemble tout le contexte qui est important. On a tendance à avoir une vision techno-déterministe, finalement, parce que c'est ça qu'on connaît, c'est ça l'expertise que la plupart des intervenants ont. D'ailleurs, ce sont pour la plupart des associés à une fondation qui est extrêmement mise en scène. Puis là, je veux juste mentionner qu'il pourrait y avoir un petit conflit d'intérêts qui personnellement, me trouble un peu parce qu'il y a Tristan Harris qui fait un peu figure de gourou dans ce documentaire-là. Là, on le voit arriver sur scène et puis c'est vraiment quelqu'un qui vient apporter, on l'appelle, il s'autoproclame la conscience de Silicon Valley, c'est quand même pas rien. Et cette personne a une fondation qui s'appelle Center for Human Technology, qui serait censée, qui prétend vouloir remettre l'humain au centre de développement technologique. Mais on vend je veux dire, Tristan Harris, si vous le voulez en conférence, là, si vous êtes Google et vous l'engagez comme conférencier, ça vous coûte 50 000 US. Et la plupart des intervenants ont soit des conférences, des livres, ils ont quelque chose à vendre. Alors, non seulement ce sont des gens qui ont tiré parti de ces mécanismes-là qu'ils dénoncent aujourd'hui, mais désormais, moi, mon impression, c'est qu'ils tirent aussi parti de la peur que leurs propos génèrent en vendant toutes ces choses qui vous disent que c'est dangereux ce qu'on a mis en place. Donc, on exagère l'impact en n'abordant jamais la contextualisation et ni l'influence des contextes sociaux et autres que le simple fait des médias sociaux. Comme tu l'as mentionné, Jonathan, on voit là-dedans on voit une vie de famille, on voit un petit gars qui se radicalise et le simple fait d'utiliser les réseaux sociaux semble être l'unique chose qui le radicalise. C'est pas parce qu'il est tout seul, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'amis, c'est pas parce qu'il y a des enjeux d'estime de soi, non, c'est juste parce qu'il utilise un téléphone qu'il se radicalise. Alors pour moi, ça, c'est problématique parce que c'est pas vrai qu'à eux seuls, ces outils-là peuvent nous manipuler.
manipuler. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, disons que ça a le défaut d'être biaisé, de ne soulever que quelques aspects qui sont exacerbés par une mise en scène dramatique. Et on manque de perspective, on manque de mode de pensée pour analyser quelque chose qui est complexe. Et je dirais que l'espèce de position là, de base de ce documentaire-là, c'est un peu, on ne peut échapper au contrôle de ces grands instruments de persuasion et d'influence qui sont tout azimut, OK? Que l'audience en est passive et impuissante et n'a aucune réflexivité possible. Je veux juste vous dire que ça, c'était des propos tenus par des chercheurs dans les années 30, Laswell et Chakotine sur le cinéma et la radio. Et que depuis, il y a moult études qui ont démontré que c'est un discours qui ne tient pas la route. Alors, je ne vois pas pourquoi tout à coup ça tiendrait la route pour cette nouvelle forme de média. J'ai l'impression qu'on joue vraiment la panique morale qui vient avec une nouvelle technologie des communications, comme on l'a vu souvent dans l'histoire. Et c'est d'ailleurs, ça aurait été intéressant d'avoir une perspective historique sur cette question-là pour s'en rendre compte. Mais c'est ce qui manque, en fait. OK. Donc, on voit que tu n'y vas pas de main morte, disons. Non, je suis quand même critique, oui. Donc, le documentaire a ses points forts, il permet de conscientiser le public, il permet de vulgariser comment fonctionnent certains mécanismes pour rendre les technologies addictives ou les algorithmes. En même temps, il fait peur, il y a comme cet effet-là, il y a un caractère dystopique, c'est-à-dire au lieu d'être une utopie ou de voir ça comme un monde idéal, c'est plutôt comme ça amené vers un monde extrêmement sombre, où on est tous et toutes manipulés. Et puis, il manque de recul historique pour comprendre vraiment comment ça fonctionne. Donc, si j'essaie historique, anthropologique, sociologique, je veux dire, les sciences sociales sont le grand absent de ce documentaire-là, si tu veux mon avis. Et peut-être pour pouvoir rebondir sur ça, qu'est-ce qu'une perspective de sciences sociales, soit d'anthropologues, d'historiennes, de personnes qui s'intéressent aux impacts sociaux des technologies, aurait quelque chose à dire peut-être de différent pour amener une nuance qu'on voit moins dans le documentaire? Je ne sais pas si tu as ou toi, à travers ton travail, ou c'est quoi que ça pourrait impliquer, en fait, d'avoir un regard plus sociologique, qui n'est pas juste un rapport d'ingénieur, mais un rapport sur les dynamiques sociales ensemble? En fait, quand je regarde le travail des chercheurs en général, comme déjà j'ai amené une perspective de l'histoire des communications, tu sais, qui aurait pu amener un autre point de vue, mais si on regarde, par exemple, ce qui se passe au niveau de la neuropsychologie, c'est pas vrai qu'il y a, en ce moment, là, il y a des études qui vont dans tous les sens. Fait que déjà, la thèse de la dépendance, elle est réfutée aussi. Alors, le consensus actuel qu'on entend là, des scientifiques, c'est à l'égard du fait que c'est l'activité qui est faite avec le numérique et non pas les écrans ou le numérique en soi qui est problématique. Alors, on n'a pas établi des liens de causalité on n'en a pas établi, en fait, entre le fait que les réseaux sociaux, par exemple, génèrent de la dépression. On sait qu'une grande utilisation des réseaux sociaux peut être associée, par exemple, à de l'anxiété, mais dans une de ces recherches-là là, qui prétendait ça, ben, manger des patates avait encore plus de liens de causalité avec l'anxiété. Donc, est-ce que c'est vraiment la cause? C'est pas démontré du tout. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que moi, je pense que c'est dangereux de prétendre quelque chose sans avoir les recherches pour l'appuyer. Les technologies évoluent beaucoup et je dirais que d'un point de vue sociologique, il y a d'un point de vue disons de la part de plein de sciences, il y a plein d'angles qui ne sont pas abordés ou explorés. Par exemple, si vous regardez les travaux de Dominique Cardon, qui est un sociologue qui s'intéresse aux algorithmes spécifiquement. Et pour lui, les algorithmes ne sont ni bien ni mal. Il y a des enjeux de biais, ils sont nommés, mais il y a aussi plein d'avantages qui sont nommés à l'égard des algorithmes. Les algorithmes ont aussi des fonctions qui sont bénéfiques pour le bien commun et je dirais que la problématique qui est souvent soulevée, ou le problème plutôt qui est souvent soulevé, c'est le problème du système économique dans lequel évolue la construction de ces structures-là. Et ça, c'est aussi un des grands absents de ce documentaire-là, à part de l'évoquer quelquefois. Je veux dire, on ne peut pas parler de la construction de ces plateformes-là,
des algorithmes, de leur structure, sans penser aux impacts du système économique. Ça, c'est la perspective économique, dans le fond, parce que, bien sûr, ces entreprises-là n'ont pas le choix de générer des grands profits, ils n'ont pas le choix d'avoir ça en priorité. Alors, à partir du moment où vous agissez dans le bien commun, vous agissez dans l'espace public, mais que votre priorité, c'est le profit, est-ce que ce n'est pas ça aussi un des grands problèmes, plutôt que la façon dont vous avez organisé? Parce que si on enlève cette priorité-là, ben, on va probablement définir les choses, définir les structures, créer des façons de faire les algorithmes différentes, là, évidemment. Mais super. Mais en fait, je vais revenir sur ça plus loin, mais c'est très intéressant. Donc, juste avant ta présentation, j'avais un cours justement où j'explique. Le son coupé. La batterie est tombée. La batterie est tombée. J'ai un problème technique avec mes écouteurs se sont branchés automatiquement. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que le son est bon? Ah, les mystères du Bluetooth. Les mystères du Bluetooth, parfait. Donc, ce que je voulais amener, c'était que c'est peut-être ça le système économique capitaliste, le capitalisme algorithmique ou numérique qui contribue entre autres à utiliser ces technologies pour extraire davantage de données, des profits, mais ce n'est pas tant l'algorithme lui-même le problème, c'est les compagnies avec leurs impératifs économiques qui peuvent interagir à propos de ça aussi. Mais et l'absence de réglementation aussi. Parce que je veux dire, on laisse faire ces compagnies-là en ce moment-là. Il y a ça aussi qui est quand même qui est la partie, la perspective politique, là, de se dire, OK, ben c'est quoi les règlements, les réglementations qu'on a mis en place? C'est quoi les cadres? Comment on intervient, nous, pour protéger les citoyens et la démocratie? Parce qu'en ce moment, là, ce qui protège les démocraties, les citoyens, ben, ce sont la seule bonne volonté des propriétaires de ces entreprises-là. En ce moment, ça se passe c'est intéressant ce qui se passe du côté de Facebook parce qu'on a mis beaucoup d'énergie, on a fait beaucoup de démarches en ce sens dernièrement. On l'a vu avec les élections présidentielles, ils ont mis des mécanismes hallucinants là, pour protéger la démocratie. Même toutes les GAFAM se sont assis ensemble pour empêcher un potentiel coup d'État. Là. Fait que ça, c'est quand même intéressant comme phénomène à analyser, et ça le sera sûrement. Sauf que ça reste qu'on s'appuie sur des entreprises privées là, en ce moment là, pour protéger nos démocraties. Et moi, ça, je trouve que c'est un angle qui vaudrait un documentaire plus que la peur des algorithmes. La peur des algorithmes. Donc, peut-être un élément sur ça. Je vois que dans le chat, il y a une étudiante, Olga, qui dit entre autres, c'est vrai que les médias sociaux ne peuvent être le seul facteur qui affecte les jeunes, mais on ne peut ignorer leur immense rôle qu'ils jouent sur la santé mentale. Donc, tout un thème avant qu'on rentre sur la démocratie. Tu disais, par exemple, il y a des études, c'est pas clair les effets psychologiques que peuvent avoir les médias sociaux. Donc, je voulais voir, en fait, est-ce que le documentaire est une pure exagération ou il y a des éléments qui sont peut-être vrais que les gens peuvent, parmi la population, devenir accros? Et aussi sur la peur des algorithmes, autre question liée, est-ce que tu penses que le documentaire contribue à alimenter une certaine crainte ou anxiété chez les jeunes de façon paradoxale? Donc, je me demande, en fait, sur cette dimension psychologique du documentaire, c'est quoi ses effets? Bien, en fait, là, je peux parler de mon point de vue. Bon, il y a deux choses. Bon, première chose, je vais commencer par ta dernière question. En fait, l'effet que ça peut avoir sur les jeunes. En ce moment, la couverture médiatique en général, elle est extrêmement technophobe. Elle est extrêmement sur... Ce qu'on entend, c'est que c'est dangereux pour la santé mentale, les écrans, c'est pas bon, les jeux vidéo, ça atrophie je sais pas quoi dans le cerveau. Et je vais vous dire, là, ça, là, c'est intégré chez les enfants. Je viens de faire une expérience avec plusieurs écoles alternatives dans une région du Québec, de la prématernelle jusqu'à la 6e année, où j'ai fait des interventions dans plusieurs classes. Et les enfants, ils me posaient des questions sur le numérique en général. Et ce que j'ai entendu, ce n'est pas des questions, c'est de l'anxiété. C'est des questions du genre, est-ce que c'est vrai, madame, que mon cerveau va frire? Est-ce que c'est vrai, madame, que je vais devenir moins intelligente si je joue trop à des jeux vidéo? Est-ce que c'est vrai, madame, que je serai plus capable de dormir si je regarde mon écran? Est-ce que les enfants, je me suis même demandé si le lien entre l'utilisation des réseaux sociaux et l'anxiété n'était pas plutôt du fait de ce qu'on nous dit que ça nous fait, plus que ce que ça nous fait nous-mêmes. Parce que là, je n'ai pas de données pour étoffer ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je ressens en ce moment, c'est que les enfants sont confrontés, puis les adultes aussi, probablement tout le monde, à beaucoup de propos qui font peur, mais qui donnent très peu de solutions. Et ça génère de l'anxiété. Quand vous écoutez ce documentaire-là, vous avez l'impression que votre santé mentale est en danger, puis que votre seule issue, c'est de vous envelopper dans un papier d'aluminium
puis d'aller vivre dans une grotte. Ce qui est un peu pas vraiment sain. T'sais. Alors, c'est quoi les pistes de solution? Alors, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut davantage outiller les gens à être capables de reconnaître les activités qui peuvent générer de la dépendance. Quels sont les mécanismes qui peuvent générer des mauvaises habitudes? Parce que la dépendance aussi, ça, c'est un mot qui est beaucoup utilisé, mais qui est souvent erronément utilisé. Parce que la dépendance, là, c'est que vous passez, là, ça affecte vos sphères fondamentales. Ce n'est pas simplement parce que vous êtes trop longtemps sur Instagram. Là. Donc, ça, c'est une mauvaise habitude, ça s'appelle. Et ça peut se gérer. L'autre aspect que je veux apporter, c'est que on parle des algorithmes et de la façon de faire comme ça l'était au début, mais ça l'a changé énormément. Ne serait-ce que Facebook travaille désormais avec des universités et des spécialistes en santé mentale pour justement, ils ont baissé l'importance, par exemple, de la visibilité des vidéos qui sont virales, et ils ont augmenté les interactions sociales de vos proches. Ils ont changé des choses dans les algorithmes sous les conseils de certains chercheurs en santé mentale. Fait que ça, déjà, c'est un aspect qui est quand même intéressant. Ensuite, ils ont développé des outils pour aider les gens à développer davantage de contrôle. Il y a même un guide pour les adolescents pour gérer son rapport à Instagram. Donc, bon, est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que ce soit cette entreprise-là qui répond à ce problème-là? C'est une question, mais ça reste qu'on n'est pas totalement, comment je pourrais dire, le jumeau machiavélique du documentaire. On essaye quand même de bien faire les choses. Je ne pense pas que c'est un complot et que l'objectif de ces entreprises-là, c'est la perdition de l'âme humaine là, à travers une dépendance extrême. Par contre, oui, ça peut générer des très mauvaises habitudes parce que, étant donné qu'on a un objectif financier, bien, les algorithmes, comme sur toutes les plateformes, puis ça, c'est même sur les jeux vidéo gratuits, puis même, je vous dirais, même les plateformes médiatiques québécois font ça. Le but, c'est que vous passiez le plus de temps possible sur la plateforme parce que c'est ça qui est rentable, parce que après ça, on peut vendre votre temps d'attention à de la publicité. Donc, évidemment, on structure la plateforme pour vous donner envie de rester et d'y revenir. Donc, évidemment, on peut se dire que ça, c'est un peu malsain, mais je reste persuadée qu'en outillant les jeunes à s'autoréguler dans ce monde numérique, on est sur une meilleure piste de solution qu'en leur faisant peur. Parce qu'en ce moment, les jeunes, ils continuent parce qu'ils n'ont pas de solution, ils sont dans un monde numérique. C'est aussi comment je pourrais dire, un appui important des parents pour une certaine paix mentale. Ils ont beaucoup de charge mentale, alors souvent, ben, la tablette, là, c'est un bon ami. Alors, ça devient une espèce de conflit cognitif. Là, genre, je te donne la tablette parce que sinon, je ne suis pas capable de gérer toute la charge mentale que j'ai dans ma parentalité et tout le reste. Mais en même temps, après ça, je te tiens un discours que c'est mauvais pour toi. Alors, l'enfant, il n'a pas de solution, il n'a pas d'outils, alors il va nécessairement générer de l'anxiété. Alors, c'est pour ça que moi, je pense que c'est mieux d'avoir une approche un petit peu plus positive à l'égard de ça, puis de valoriser des comportements qui sont sains plutôt que de taper et de faire peur avec l'utilisation des écrans. Super. J'ai vu qu'il y avait en fait une main levée, Olga, qui voulait peut-être poser une question, puis on pourrait y aller aussi pour que ce soit plus fluide. Je pensais une période de questions à la fin, mais pour que ce soit dynamique. Olga, peut-être vous pouvez ouvrir votre micro, puis prendre la parole, puis poser la question directement. Bonjour. Je voulais juste un peu commenter à propos de ce que la madame vient de dire. Je me rappelle plus son nom. C'est ce que j'allais dire, c'est juste un peu à propos à propos de la jeunesse. C'est que les problèmes de la jeunesse, c'est que leur donner cette autonomie, ce serait possible si, après avoir inséré la pensée critique, donner ces outils sans avoir une pensée critique amène à une dépendance, une dépendance aux médias sociaux. Et le problème avec les médias sociaux, c'est que non seulement, oui, les algorithmes ont été changés, oui, mais la majorité, à cause du capitalisme, la culture est si influencés par les médias sociaux que eux aussi, même dans les documentaires, ils en ont parlé, que tu utilises les médias sociaux ou non, ça va avoir un impact sur toi. Donc, que ce soit dans la culture ou bien dans la politique. Donc, ce que je veux dire, c'est que ils sont impactés, la majorité de la jeunesse, dans 12 ans, 14 ans, jusqu'à 15 ans, ils sont impactés
par les médias sociaux, mais négativement. Donc, la dépendance, cette pensée critique de je ne vais pas utiliser ça pour 10 heures, ils n'ont pas ça. Donc, si les parents n'amènent pas cette peur de la dépendance des outils, ils ne vont pas avoir, ils n'ont pas cette pensée critique de penser, oui, je suis en 6e primaire et j'ai d'autres choses à faire, de pouvoir même communiquer entre d'autres enfants. Maintenant, la technologie est si dépendante que les interactions humaines, si la dépendance n'est pas la pensée critique et l'autonomie de soi-même n'est pas insérée à cet âge-là, la dépendance des outils est facile est difficile à enlever. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pourrais dire qu'il y a une balance qu'on peut amener pour les enfants, mais de moins de 12 ans, 14 ans, 15 ans, ils n'ont pas encore cette pensée critique. Et alors là, c'est là où l'anxiété de « je veux être aussi belle que celui-là sur Instagram, je veux avoir les filters et tout ça », t'impacte mentalement. Et c'est là où la dysmorphie de Snapchat est vraiment… les statistiques de la dysmorphie de Snapchat des enfants qui veulent « je veux changer mes lèvres, je veux changer tout ça », commence à cet âge-là. Et la dépendance, même si tu n'utilises pas 24 heures sur 7 les outils, ça t'impacte mentalement parce que la pensée critique et même le savoir de soi-même n'est pas encore instauré à cet âge-là. Donc, c'est pour cela que même ça impacte la jeunesse plus que les adultes. Parce que les adultes, on a déjà cette pensée critique, on sait déjà qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on veut. Mais pour les enfants, eux, la culture, les médias, c'est plus la popularité et tout, c'est là où c'est inséré. Donc, les algorithmes, qu'ils soient changés ou non, là, maintenant, et en plus, on ne peut pas parler des impacts des filters et tout ça, et on ne parle pas des problèmes des pédophiles et de catfish qui sont sur les médias sociaux. Et ça, les enfants ne savent pas. De 14 ans, de 15 ans, les enfants ne savent pas. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Pardon, j'ai un peu passé, mais… Oh, ça a comme coupé. Oh. Mais peut-être on va laisser Nelly répondre, puis on va pouvoir poursuivre la discussion par la suite. Oui. Allez-y, Nelly. Ouais. Je répondrais tout d'abord que, tant qu'à ça, les enfants ne devraient pas être ni exposés à la télévision, ni à la musique, ni à la culture en général, parce qu'ils n'ont pas de sens critique. La sens critique, ça se développe avec un accompagnement. Je ne pense pas que les enfants doivent être laissés seuls devant les réseaux sociaux, comme ils ne devraient pas être laissés seuls devant Occupation Double. Parce que je ne pense pas que ces affaires-là proposent des meilleurs modèles, par exemple, du corps humain ou du rapport au corps humain ou à l'esthétique. Je pense que les problèmes que vous avez nommés par rapport à l'esthétique, là, la dysmorphobie, dysmorphophobie que peut générer Instagram, c'est l'industrie de la mode en général. On ne peut pas dire que c'est Instagram. Instagram, c'est un miroir, c'est un véhicule, c'est un outil de communication qui transporte les valeurs de la société, qui est une société de consommation et qui découle du système économique, si vous voulez mon avis, qui est le capitalisme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, de toute manière, là, ça c'est un fait, les enfants sont déjà sur ces plateformes-là et le problème, c'est qu'ils le sont seuls. Et je suis d'accord avec vous, ils n'ont pas l'esprit critique assez développé pour se débrouiller tout seuls dans un univers médiatique quelconque ou même culturel. Hein? On le voit avec les théories du complot, certains adultes aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut les accompagner là-dedans, il faut les accompagner dans le développement de leur esprit critique. C'est ça l'objectif. Donc, leur faire peur, est-ce que c'est une bonne technique? Moi, ça, c'est une question de valeur. Moi, en éducation, la peur, ça n'a jamais été un outil que j'ai utilisé ou que j'ai prôné. Je travaille davantage avec les écoles alternatives pour cette raison-là. Je préfère faire du renforcement positif et aider les enfants à développer des capacités d'autorégulation. Parce que le numérique fait partie de leur vie, c'est un fait. À 12 ans, au Québec, un enfant sur 2 a accès personnellement, en tout temps, à un téléphone intelligent. Entre 12 et 14 ans, c'est quand même pas rien. Puis je vous le dis, là, dans les écoles, là, les enfants de 6 ans, ils jouent à Fortnite. Puis ça, Fortnite, c'est déjà un réseau social. Tu interagis même avec des inconnus là-dessus de partout. Il faut faire attention aussi aux enjeux d'exploitation sexuelle des mineurs, par exemple. Ça, c'est un autre dossier complexe. J'ai écrit un mémoire, si ça vous intéresse là-dessus, là, que j'ai déposé à l'Assemblée nationale sur cette question-là. Il y a beaucoup de mythes, il faut faire attention, mais c'est plus complexe que le fait de laisser les enfants toutes seules sur les réseaux sociaux. Là. C'est un autre dossier que je n'attaquerai pas aujourd'hui, dans le fond, que j'éviterai parce qu'il est complexe en soi et il demanderait beaucoup de nuances. Mais dans tous les cas,
il y a quand même des avantages à l'utilisation du numérique parce que là, on en parle comme si c'était dangereux parce qu'ils n'ont pas un esprit critique, mais il y a des enfants pour qui c'est justement un outil pour se sortir de milieux familiaux très compliqués, très défavorables. Ça peut être un outil pour l'estime de soi, de trouver des gens comme nous quand on est dans la marginalité, par exemple. Donc, il y a des aspects positifs quand même. Comme de quoi je suis assez d'accord avec le consensus qui semble apparaître en neuropsychologie, par exemple, sur le fait que ça dépend de l'activité qui est faite en ligne. Il y a une différence entre regarder des vidéos Snapchat ou TikTok qui sont proposées par les algorithmes de façon inactive et avoir un contrôle, se créer des listes, apprendre à se créer des listes. Puis c'est ce que je travaille avec les enfants. Comment on évite les systèmes de recommandation ou comment on les manipule nous-mêmes pour ne pas être manipulés. Comment on crée nos listes, comment on crée nos abonnements et comment justement on développe notre esprit critique pour ne pas tomber dans les pièges de la publicité qui sont partout malgré les réglementations sévères au Québec là, parce que ces outils-là sont internationaux. Je pense que cette réponse, oui. Je vois qu'il y a une autre personne, c'est ça. Donc, le débat est déjà lancé. Noémie, Guillaume ont levé la main aussi. Peut-être que je leur laisserai la parole. Je ne sais pas si c'est une ou deux personnes qui sont présentes pour poser une question. Oui, donc c'est Noémie qui va prendre la parole. Moi, je suis sceptique par rapport à la croyance en ce que l'autorégulation puisse, dans le fond, régulariser justement l'utilisation des médias sociaux par le fait que c'est imbriqué dans un système capitaliste qui lui-même a échoué à s'autorégulariser dans ce système néolibéral qu'on connaît. Donc, je ne vois pas comment c'est ça, les réseaux sociaux pourraient réussir là où le capitalisme échoue lamentablement. Mais c'est pas la même chose. Là, on parle d'une société qui s'auto-régule puis un individu. Je veux dire, pour moi, il y a comme un monde de différence entre les deux. Puis c'est un peu de dire, c'est un peu techno-déterministe ou même économico-déterministe dans le sens que les humains peuvent pas, j'invente des mots, excusez, que les humains pourraient pas avoir une réflexion et se défendre. Je veux dire, on est dans un système capitaliste, là, puis il y a plein de problèmes, puis je suis absolument d'accord avec vous, là, je ne suis pas une partisane de ce système-là en général. Par contre, il y a moyen quand même de réguler certains aspects, de proposer des projets de loi, il y a des pistes de solutions pour au moins protéger davantage certains aspects de la démocratie puis de l'autodétermination des personnes, des citoyens, etc. Mais je pense que de vouloir donner à un enfant le pouvoir de se gérer dans un monde capitaliste, je veux dire, c'est le monde dans lequel il est. Autrement, c'est un peu nihiliste comme vision. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc, on le conditionne. Okay? J'essaie de trouver les autres réponses qu'on pourrait voir. Si on ne pense pas que l'enfant est capable de se développer pour être capable d'avoir un certain niveau de bonheur, d'accomplissement, de participation collective plus tard, parce qu'on pense qu'il ne peut pas s'autoréguler dans un système qui ne s'autorégule pas, on fait quoi? On le conditionne pour qu'il fonctionne parfaitement dans ce système-là ou on l'abandonne? Je me semble que... En tout cas, j'essaie d'être optimiste, on va dire. Et merci beaucoup pour cette position. On voit qu'il y a des débats, je vois dans la conversation, des gens qui sont plus, ils disent, c'est peut-être pas la technophobie dans les médias. Le problème, c'est que les médias sont encore trop technophiles. Il y a comme une grille de lecture, un débat à avoir sur ça. Peut-être que je reprendrai ces questions-là pour un peu plus tard. Je voulais juste voir aussi peut-être au niveau de l'impact sur la démocratie. Donc, pour se recentrer un peu, l'objet du cours Démocratie, engagement citoyen, qui est basé à la fois sur différentes choses. L'espace public, les gens vont délibérer, changer, ça a un impact. La participation, puis sur le système électoral représentatif aussi. Je me demande si on fait un lien un peu avec la question de l'actualité. Comment, par exemple, les médias sociaux, Facebook, Twitter et tout ça ont agi dans le cadre des élections américaines cette année-ci? Je ne sais pas si tu as observé un peu, parce que lors des dernières élections présidentielles 2016, il y a le documentaire qu'on peut trouver sur Netflix de Great Hack, où on a vu qu'il y a eu de l'interférence à travers les Russes, Cambridge Analytica, une influence sur les élections, puis la circulation des fake news. Donc, il y en a encore sur les médias sociaux, mais est-ce que c'est la même situation en 2016 qu'aujourd'hui? C'est quoi peut-être les différences qu'il peut y avoir ici? C'est super intéressant, en fait, ce qui s'est passé. Puis j'ai énormément suivi ça, évidemment, parce que c'est un dossier qui a beaucoup préoccupé, je pense, Facebook en général, parce qu'ils ont été sur la sellette beaucoup là, au niveau des communications par rapport à cette manipulation-là.
qui aurait été faite en 2016. Parce que, en fait, cette manipulation-là soulève le vrai problème de toute cette récolte de données et de ces possibilités de profilage-là. C'est si quelqu'un, avec une intention autre que de simplement être une console qui vend de la publicité, quelqu'un d'autre met la main sur ces données-là, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on se choque. En fait, si quelqu'un d'autre, telle une entreprise de marketing, comme toutes les autres entreprises de marketing font, d'ailleurs, Cambridge Analytica n'est pas pire qu'une autre, là, on fait ça, vouloir manipuler des gens de façon le plus profilée possible. Ça, c'est l'histoire du marketing. C'est choquant, mais peut-être que justement, il y a plein de gens qui ne savaient pas que ça marchait ainsi et qui ont été choqués par ce scandale-là. Mais pour moi, il y aurait bien des choses à se choquer depuis longtemps sur ce sujet-là. Mais dans tous les cas, ça a changé parce que, justement, ils ont essayé de mettre en place, de contrer tous les problèmes qui ont été soulevés partout sur les manipulations qui ont eu lieu. Par exemple, on a effectué un contrôle hallucinant sur la validité et la légitimité des comptes, hein, en évitant les faux comptes, parce qu'il y avait des fermes de trolls russes là, qui faisaient mousser certaines idées politiques, par exemple. Alors là, on a vraiment sévi là-dessus. Là, c'est très difficile d'opérer une page ou un compte fausse, qui est faux, qui n'existe pas. Les robots sont beaucoup moindres sur la Facebook Family, on va dire, mais qui est quand même le monopole, là, on va se le dire. Ensuite, on a agi sur... la transparence de ce qui est fait et le contrôle et la transparence de ce qui est fait en politique. C'est-à-dire que, premièrement, vous ne pouvez pas faire de politique sur un territoire auquel vous appartenez pas. Alors moi, si j'avais voulu faire la promotion d'un des candidats à la présidentielle aux États-Unis, j'aurais pas pu, parce qu'il faut que je prouve que j'habite aux États-Unis. C'est assez serré. Là. Il y a tout un... Moi, je l'ai rempli, le formulaire. Là. Il faut tout remplir le formulaire et même, on t'envoie une lettre physiquement avec un code pour prouver que tu es physiquement sur les lieux. Alors, c'est quand même, je veux dire, Desjardins pourrait prendre exemple là-dessus. Là. On va se le dire. Là. Il y a quand même beaucoup de filtres de sécurité. Ensuite de ça, il y a une transparence qui s'est installée. On a créé la bibliothèque des publicités politiques dans laquelle vous pouvez voir non seulement toutes les publicités qui sont produites de manière politique, par qui, quel montant, combien, et même vous pouvez aller les voir, ces publicités-là. Alors ça, c'est un outil d'analyse qui permet justement aux journalistes de faire leur travail comme il faut à ce sujet. On a ensuite instauré des façons de protéger le système électoral aux États-Unis, parce que là, même au Canada, ça a été fait dans le sens où est-ce qu'on s'associe avec les organismes mandatés pour protéger les processus électoraux. Ça a été le cas aussi au Canada. Alors, on va prioriser toute l'information qui indique où aller voter, quand, et pour pas que vous soyez trompés sur ces informations-là. On va étiqueter tous ceux qui pourraient donner des informations erronées qui affectent ton droit de vote. Ça, c'est quand même nouveau. Et là, actuellement, on est en train d'étiqueter même le président des États-Unis, qui est encore en poste quand même jusqu'au 20 janvier. Bon, ce président-là, et s'il donne des informations erronées sur le processus de vote, on l'étiquette. Alors, on est quand même, on a de l'audace, je vous dirais, qui est nécessaire, mais qui était peut-être pas là en 2016. Et parce que même Twitter a embarqué parce qu'ils se sont assis ensemble. Hein. Twitter, Google, Facebook se sont tous assis ensemble pour prévoir comment on va contrôler la désinformation. Il y a eu beaucoup de désinformation dans la dernière année, dans les dernières années, de complotistes qui ont émergé. Je vous dirais que ça a plus été galvanisé sur YouTube, là, mais quand même, il y en a eu sur Facebook avec des groupes. Ils ont fini par les fermer. Et comment ils ont fait, puis ça, c'est intéressant au niveau démocratique parce que depuis le début, la posture de Facebook, c'est justement de ne pas vouloir être un arbitre. Et eux, ils demandent d'être réglementés depuis longtemps pour ne pas avoir la patate chaude de prendre des décisions puis de se faire accuser d'un bord « Hey, ma liberté d'expression » puis de l'autre bord « Hey, la haine en ligne ». Alors, qu'est-ce qu'on fait? Peu importe, on va se faire chicaner par les démocrates ou les républicains et dans tous les cas, on devient l'instrumentalisé, on devient l'épouvantail de service pour générer du vote. Finalement, on ne peut jamais rien faire parce que c'est un catch-22. Alors, la solution qu'ils ont trouvée pour éviter cette position très inconfortable pour une entreprise privée, parce qu'on vous ramène que c'est quand même une entreprise privée et lucrative, eh bien, c'est de s'associer avec des organisations qui sont légitimes. Parce que comme les réglementations ne viennent pas, là, puis en Amérique, c'est assez hallucinant comment c'est un désert total, c'est le Far West. Il y en a en Europe de plus en plus, d'ailleurs, ça ruisselle sur nous, mais ici, c'est vraiment terrible. Et
Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va s'appuyer sur les universités, sur les centres de recherche, sur les organismes officiels qui, eux, ont des structures avec une certaine légitimité. Alors, c'est la façon qu'ils ont trouvé de pouvoir intervenir. Alors, c'est pour ça que ça a pris du temps pour qu'ils interviennent sur les contenus haineux, parce qu'ils ont créé cette année le Global Network Against Hate. Alors, c'est un réseau, parce qu'ils ne voulaient pas, parce qu'ils se faisaient demander de créer un poste puis des gens à l'interne qui s'occupent de ça. En fait, non. C'est pas, non, nous, on va demander à des organisations de travailler là-dessus. Puis la haine, c'est large. Alors, tu sais, il faut travailler avec, ils travaillent beaucoup, par exemple, avec l'Assemblée des Premières Nations aux États-Unis. Ils vont travailler avec des organismes qui travaillent pour les droits des personnes LGBTQ+, ainsi de suite, pour être capable, justement, de dire, ben, si nous, on a considéré que ça, c'était des enjeux de haine, ça vient de tel organisme, telle recherche, tel. Alors, c'est comme pour appuyer leurs actions. Et c'est comme ça qu'ils en sont venus à bloquer tous les groupes QAnon qui étaient en train de galvaniser même que le peuple s'arme, là, pratiquement. Alors, ça, c'est un enjeu. Puis c'est la sécurité nationale là, qui est en danger, en fait. Alors, ils ont fait ça un mois avant les élections, à peu près 1 mois et demi. Alors, c'est un bon timing parce que là, ils n'ont pas le temps de se réorganiser ailleurs, parce que on peut le faire sur Reddit, on peut le faire sur Parler, il y a des réseaux qui acceptent ça. C'est pour ça qu'ils veulent créer d'ailleurs un network, parce que ça ne sert à rien de l'interdire sur une plateforme. Il va toujours y avoir un endroit pour les héberger. Alors, comment on gère ça? Bien, il faut qu'on fasse quelque chose de presque international pour y réfléchir. Autrement, c'est comme le jeu du chat et de la souris. Mais dans tous les cas, c'est intéressant ce qui a été fait. Là, ils attendent que le vote soit complet, là, le dépouillement des voix soit officiel et complété. Et vous allez voir apparaître sur Facebook et Instagram en haut quel est le résultat officiel des élections. Alors, tu sais, on va très loin pour protéger la démocratie, plus loin que Twitter et Google, d'ailleurs, à ce sujet. C'est super intéressant comme cas. C'est super intéressant de voir qu'ils en sont rendus là. Je sais qu'ils ont été énormément critiqués justement d'être une gang d'ingénieurs qui prenaient des décisions d'ingénieurs il y a quelques années, Facebook. Et Mark Zuckerberg avait répondu, ben OK, d'abord, je vais faire des rencontres avec des gens des sciences sociales, de la société civile. Puis il fait des grosses rencontres de 2-3 heures, vraiment longues, pour réfléchir à l'impact. Et à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que ça a été vraiment la flamèche qui a fait en sorte qu'on s'est mis à s'associer justement davantage avec ces organismes-là. Et je peux dire qu'aujourd'hui, on la protège davantage. Encore une fois, moi, je soulève la question de est-ce qu'on s'appuie sur une entreprise privée parce que demain, il part Mark Zuckerberg puis Trump prend sa place. Je ne suis pas sûre que c'est les mêmes mécanismes qui vont rester en place. On s'appuie quand même sur un gars qui n'est pas imputable. En fait, je vais aussi ouvrir de manière plus large. Là, ça a peut-être soulevé beaucoup de discussions, de débats. J'en ai vu un peu dans le chat. Si vous levez la main, vous voulez prendre la parole, levez la main, puis je vais essayer de donner des tours de parole. Peut-être, je voulais juste poser une dernière question, plus en lien avec ça. Donc, en t'écoutant, on voit que Facebook et d'autres grandes compagnies ont fait quand même des progrès dans l'intervention, gestion, modération de contenu vis-à-vis de la désinformation. Donc, ils apprennent de leurs erreurs ou ils ont accepté une part de critique. En même temps, en t'écoutant rapidement, on pourrait se dire, mais maintenant, on peut faire confiance à Facebook, Google et tout ça pour bien gérer la démocratie, alors que dans les faits, comme tu dis, ça reste des entreprises privées, ils ont encore des intérêts. Et je me demande si cette critique-là qui a été faite, que c'est juste des ingénieurs, là, ils incorporent des gens des sciences sociales, vous ne régulez pas assez le contenu, là, ils les régulent davantage. Est-ce qu'il y a une récupération de la critique, mais qui laisse le système inchangé quand même, c'est juste une adaptation du capitalisme numérique? Ils sentent qu'ils sont dans l'eau chaude, ils font des mea culpa, ils font des réformes. Est-ce qu'il faut aller au-delà de l'autorégulation des grands géants du web pour mettre des lois? Puis c'est quoi les propositions de régulation, comme au niveau de l'Europe, mais peut-être, je ne sais pas si tu as des idées de propositions, comment on fait pour aller au-delà de l'autorégulation des GAFAM qui essaient de bien réguler la démocratie, mais c'est encore eux qui ont le plus grand bout du bâton puis qui contrôlent quand même les infrastructures d'échange. Et qui ne sont pas imputables, surtout. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont créé une espèce d'ONU de Facebook. Là. Ils ont créé un board avec 40 représentants là, internationaux qui sont souvent des grands activistes de droits de l'homme, des enfants, etc., super reconnus à l'international de partout. C'est paritaire, c'est diversifié comme board. Et ce board-là est indépendant de Facebook. Il
finance à grands frais là, cette organisation-là qui va prendre des décisions indépendantes par rapport à Facebook, par rapport justement s'il y a des éléments qui doivent aller si on veut, comme une espèce de cour d'appel de Facebook, comme par exemple, je ne sais pas si Trump n'est pas content de s'être fait étiqueter une publication, il pourrait aller voir ce board-là pour dire hey, ça n'a pas de bon sens. Et ensuite, il y a des décisions qui seraient prises et probablement on peut penser que ces décisions-là pourraient ruisseler dans les algorithmes. C'est intéressant, mais encore une fois, ce n'est pas imputable. Alors, comment on fait? Puis moi, c'est là l'accroche. Moi, je pense que la piste de solution, parce que pour vrai, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'officiers qui travaillent pour ces entreprises-là, qui ont quand même avancé dans leur réflexion de l'impact social de ce qu'ils font, etc. Et qu'ils ont des pistes de solutions à proposer qui sont intéressantes. Mais là, comment tu connectes l'imputabilité par rapport à ça? C'est qui prend la décision finale de la direction de qu'est-ce qui est bien, de ça on l'enlève, ça on le laisse, ça c'est correct comme type d'algorithme. Et c'est cette réglementation qu'il faut qu'on mette en place. Est-ce que ça devrait se faire d'un point de vue international? Quelle partie doit être internationale, nationale, locale? Parce qu'il y a la saveur des cultures locales qui est à préserver aussi dans tout ça. Ça soulève plein de questions, là. Comment on fait pour préserver la culture québécoise qui, par exemple, ne se choque pas, elle, de voir des saints dans des toiles de Picasso, alors que les Américains vont avoir tendance à retirer rapidement toutes les images qui contiennent de la nudité. Mais ça, c'est une particularité, par exemple, même encore pire pour les Parisiens, ou les Français plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut protéger leur culture locale? Puis à quel point ça devient un enjeu moral? À quel point la religion joue un rôle? Tu sais, c'est des grandes questions philosophiques, en fait, que ça soulève tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une dimension imputable. Il est où est la décision du citoyen là-dedans? On est dans une société démocratique au Canada, alors il faut qu'on mette notre pied sur la table pour dire, nos citoyens, ils ont un mot à dire et voici comment ils vont le dire dans tel aspect. Est-ce qu'on impose un diplomate qui vient représenter, par exemple, les intérêts culturels du Québec dans certains aspects par exemple, la circulation des contenus en lien avec, tu sais, comme le CRTC, là, ces règles-là qui réglementent la radio, qui réglementent tous les médias qui ne sont pas numériques, hein, parce qu'en 1994, on a décidé que le web était un Far West, finalement, mais on pourrait décider qu'il y a des quotas de contenu canadien, québécois, francophone, parce que c'est le cas quand vous ouvrez la radio. Il y a ces quotas-là. Alors, pourquoi ils n'existent pas sur le web? Alors, on pourrait déjà transporter certains cadres qui existent déjà à d'autres égards dans les médias, adapter certains qui sont désuets. C'est tout un grand travail, en fait, un peu de faire évoluer la société pour qu'elle vive sa révolution, son espèce de 4e révolution industrielle. Là. Parce que c'est ça, on est dans une grande révolution avec un gap générationnel hallucinant. Là, ça a tellement évolué les choses depuis ne serait-ce que 20 ans que c'est incroyable. Alors, comment on fait pour justement réfléchir à la société dans cette perspective-là avec tout ce qui a changé? Moi, je n'ai pas ces réponses-là. Là. J'ai des pistes de solutions. J'envisage que c'est un énorme chantier puis qui ne peut pas se prendre à la pièce. C'est souvent le problème. Je vais voir un élu qui s'intéresse à un aspect. Ah, ben là, les ressources en médias d'information. OK, mais tu ne peux pas le détacher du reste parce que l'information est connectée. C'est une partie de la démocratie. Donc, c'est pour ça que ça prend une plus vaste réflexion, à mon avis, que des petits règlements à la pièce, à gauche et à droite. Il faut revoir carrément certains cadres qui sont déjà en cours. Donc, mais ça, en fait, pour ça, je vois qu'il y a des gens qui interviennent dans le chat. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole aussi, poser des questions, qui n'ont pas encore pris la parole comme telle? Donc, on a des débats un peu, puis je vois que ça soulève quand même les passions de différents trucs. Jennifer, je vois qu'elle a une question. Peut-être, je ne sais pas si elle veut la poser de vive voix. Oui. OK. Des fois, je vais faire des recherches. Puis, je dois ne pas utiliser Google parce que certaines informations ne sortiront pas vu ma région ou vu Google. Fait que de toute manière, moi, je figurais que c'était déjà des choses qui étaient... Excuse-moi. C'était déjà des choses qui existaient déjà ou est-ce que, dépendamment de ta région, certaines informations ne sortent pas.
Fait que là, je te pose la question, ça n'existe pas déjà, ça? Parce que je Oui, peux vraiment oui. dire... Sur Google, oui. Mais en fait, c'est que toutes les plateformes, c'est ça. Sur Google, quand vous faites une recherche, puis moi, je fais une recherche, on n'a pas les mêmes résultats, ils sont profilés, les résultats. Sinon, il faut utiliser le Google neutre. OK? Fait que tout ce que vous utilisez sur le web, pratiquement, est profilé, est fait pour vous. Les algorithmes sont faits pour vous, mais ça a des avantages. Ça a l'avantage que ce serait vraiment l'enfer chercher sur un Google jamais algorithmé, parce que justement, vous ne pouvez pas, tu sais, si vous cherchez par exemple un produit, puis qu'on vous propose des produits en Russie parce qu'il y a une plus grande densité de population, ça ne fonctionne pas. Fait qu'il faut qu'on tienne compte de votre langue, il faut qu'on tienne compte de votre endroit selon. Fait que les algorithmes nous servent. Ça fait le ménage de nos spams dans nos courriels. Ça nous permet de trouver le meilleur chemin sans trafic avec Google Maps. Ça a vraiment là, amélioré nos vies. Sauf qu'il faut comprendre qu'ils existent, ces algorithmes-là, et qu'ils ne font pas qu'améliorer nos vies. Ils améliorent nos vies, mais il y a un versant commercial à ça. Parce que ce sont des entreprises à deux marchés, comme on dit. C'est-à-dire que le premier marché, c'est l'espèce d'échange entre la gratuité d'un service vraiment intéressant contre on ramasse des données sur toi. Mais on les sécurise normalement. Tu sais, je veux dire, ils les sécurisent bien. Et le deuxième marché, c'est qu'on vend avec une console publicitaire le ciblage de ton utilisation. Alors, tu sais, ce mécanisme-là existe pour à peu près toutes les plateformes numériques et les sites web. Puis je vous dirais que même les gens qui ont des sites web au Québec participent à cette même mécanique-là. Ils installent des témoins de connexion sur leur site web. Je veux dire, c'est pas... La mécanique qu'on pourrait reprocher à Facebook et à Google, on la pratique à petite échelle aussi là, en ce moment. Là. C'est le capitalisme qui permet cette façon de procéder-là, en réalité. Peut-être... Okay. Excuse-moi, là, je vais continuer, là, par exemple, là-dessus, parce que là, je ne parle pas juste de choses que j'achète, je parle d'informations. Il y a certains, comme justement, là, j'ai lu un article sur une guerre économique là, entre les États-Unis en 2019, OK? Les États-Unis puis Chine, OK? Je vais prendre ça. Ouais. C'est plus retrouvable maintenant. C'est plus retrouvable d'après ma région. Fait que dépendamment où je vais aller le chercher. Fait que là, c'est ça que je te demande. Il y a certaines informations, c'est pas régularisé, ça? Bien, en fait, non, les sites sont accessibles. Là, je ne pense pas que ce n'est pas plus accessible. C'est que probablement les algorithmes sont faits en fonction de ton activité et de plein de choses. Mais Google n'est pas là pour t'informer. Alors, je vous dirais que si vous voulez vous informer, n'utilisez pas Google. Utilisez Radio-Canada, Le Devoir, La Presse, qui, eux, c'est leur mission première. Alors, ça, c'est le problème, c'est de penser que ces plateformes-là sont là pour le bien commun, pour vous informer. Non, ce n'est pas ça leur priorité. Puis ça, il faut le comprendre. C'est comme quand tu vas dans une épicerie, on ne dispose pas les aliments pour que tu t'alimentes bien. Là. On dispose les aliments en fonction de qui paye combien puis qui fait quel lobby. C'est pas compliqué, c'est ça. Bien, c'est la même chose. Les plateformes numériques se comportent de la même manière qu'un centre d'achat, de la même manière qu'une épicerie. Ils ne sont pas là pour votre santé, pour votre information. Ce n'est pas ça leur priorité. Puis c'est ça le problème. Parce qu'en fait, les épiceries, on a des réglementations justement par rapport à ça. On ne peut plus vendre de cigarettes, par exemple. Alors, même chose sur Facebook d'ailleurs, mais dans le sens où est-ce qu'on pourrait aménager davantage de réglementation justement pour s'assurer qu'il y a certains aspects qui sont protégés. Tu sais. Donc, fait que oui, mais c'est ça. C'est pas leur vocation. Donc, comptez pas sur les moteurs de recherche. Puis là, Facebook est en train de développer son onglet d'information. J'ai hâte de voir parce que c'est quand même intéressant. Là. Je suis ça avec les officiers qui travaillent là-dessus au Canada de très, très, très près parce que ça m'intéresse particulièrement, l'information. Et ils essaient vraiment de créer un onglet à part, justement, pour contrer la désinformation et déjà instaurer justement le concept d'avoir des fact-checkers, là, des gens qui travaillent dans des médias. Là. Radio-Canada est partenaire de Facebook. Hein. Ils ont des fact-checkers chez Radio-Canada qui vont effectuer une vérification de fait quand les gens signalent de la fausse information. Mais encore, pour être signalé comme étant de la fausse information, il faut que tu prétendes être un média d'information. C'est déjà, là. Fait que si t'es juste quelqu'un qui dit n'importe quoi, là, ça devient de la censure, tu sais. Fait qu'il y a toute cette zone floue-là. Mais bref, on est en train de créer un onglet d'actualité avec des partenariats avec les médias. Alors, il faut voir. On est en train de créer un système aussi pour que les médias puissent monétiser leur contenu. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Je laisse une chance aux coureurs, mais encore une fois, je pense qu'on pourrait réglementer certains aspects de ça, mais pas réglementer... comment je pourrais dire, il faut réglementer en soyant
clairvoyant de ces infrastructures-là et non arrogant d'un modèle économique de médias d'information qui ne fonctionne pas. Fait que c'est là la critique que j'aurais, c'est que les réglementations proposées, là, parce que je sais qu'il y en a une en ce moment par, je pense que c'est le Patrimoine Canada, mais c'est vraiment absurde. C'est juste d'obliger Facebook à redonner du cash aux médias. Mais OK, mais c'est parce que je trouve que c'est pas assez complexe, pas assez nuancé, puis que ça ne rentre pas assez dans les mécanismes, puis qu'en plus, ça va être super facile à contrer par Facebook comme loi. Ils peuvent dire, OK, ben on enlève l'information de notre plateforme, ce qui est très grave, parce que les gens, ils s'en iront pas de Facebook. Donc, c'est ça. Est-ce que d'autres questions? Donc, à propos de la régulation des échelles de niveau d'action, je vois que dans le chat, par exemple, les gens disent, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut s'auto-réguler au niveau individuel? Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est suffisant? Il y a des postures critiques en disant, c'est pas juste comme un simple outil, peut-être, que les médias sociaux, on dit qu'on utilise, ça dépend de l'usage qu'on en fait, mais l'usage est déjà programmé dans l'outil. Donc, il faut peut-être agir à d'autres niveaux aussi. Donc, il y a comme la question des niveaux d'action. Au niveau individuel, quand la société ne nous enseigne pas bien la pensée critique par rapport au numérique, je ne sais pas si dans les écoles, il y a des petits ateliers qui se font, ou est-ce qu'il y a quand même des programmes qui essaient d'incorporer une éducation critique au numérique, ou c'est quelque chose qui n'existe pas encore? Mais on espère que il y a la Fondation Ciel là, qui vient de se mettre en place pour essayer de combler cette lacune-là. Mais l'éducation, la littératie numérique, c'est un enjeu sociétale actuellement, pas juste chez les enfants, là, chez tout le monde. Et la plupart des gens, c'est arrivé vite dans leur vie, puis il y a des enjeux pour l'autorégulation personnelle. Mais dans ce que tu disais tantôt, là, il y a aussi au niveau justement technique, il y a un rapport qui a été déposé au fédéral, le 125e rapport, dont je ne me rappelle plus le nom complet. Puis dans ce rapport-là, on propose 26 recommandations et là-dedans, vous allez avoir plein d'interventions de spécialistes, experts, de chercheurs de partout dans le monde sur quelles seraient les pistes de solutions pour protéger la démocratie à l'égard du numérique. Et là-dedans, il y a des propositions aussi intéressantes qu'il y a une chercheuse anglaise, je pense, qui parle d'obliger les algorithmes à posséder une certaine déontologie en rapport à l'information, par exemple. Tu sais, le code de déontologie que les journalistes sont supposés de mettre en application, bien, de le robotiser en quelque sorte dans la façon de déployer les contenus que vous allez retrouver quand vous cherchez de l'information, par exemple. Donc, il y a des moyens techniques qui peuvent être mis en place. Est-ce que ça devrait rentrer dans une réglementation? Peut-être pas, parce que là, si on réglemente ça aujourd'hui, c'est déjà plus bon dans 3 ans, parce qu'on le sait comment ça va vite, les technologies. Alors, il faut peut-être avoir plus un encadrement d'esprit, un peu comme justement les lois du CRTC, elles sont encore applicables. Et il y a aussi des lois qui existent déjà en ce moment. Par exemple, la vie privée, il y a des lois qui pourraient, disons, agir, sévir sur ce qui se passe ou sur la façon dont on récolte des données à notre sujet en ce moment. Sauf qu'on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. C'est souvent des lois qui n'ont pas de mordant pour les rendre applicables. Fait que ça, c'est une autre affaire, c'est que vous avez des élus qui font des vœux pieux. Regardez, j'ai mis en place une loi, mais cette loi-là, elle ne sert à rien parce qu'elle n'a pas d'application possible ou d'application assez forte. Là. Facebook, là, une amende de... Il faut que ce soit des amendes substantielles là, pour que ce soit convaincant, là, parce qu'on s'entend qu'ils ont des revenus hallucinants, puis des fois, ben, c'est ça, ça revient plus rentable de payer l'amende. Donc, c'est ça, il y a plusieurs niveaux d'intervention. Autre élément. Donc, disons qu'on est capable de développer de l'éducation citoyenne, critique, on est capable de réguler les GAFAM, on met des lois pour protéger la vie privée, des bons canaux d'information, la déontologie dans les algorithmes. Il reste encore, puis là, il y a une autre question qui arrive, au niveau peut-être du coût environnemental et énergétique des infrastructures numériques. Donc, par exemple, sur l'aspect écologique, on dit parfois on va mettre des énergies renouvelables, ça va aider, mais l'infrastructure comme telle, avec les changements climatiques, là, on sort un peu du sujet des médias sociaux versus démocratie vers l'infrastructure. Est-ce qu'il faut qu'on aille moins sur les médias sociaux, qu'on sorte un peu d'une dépendance au numérique qui a un coût environnemental de plus en plus grand? Donc, c'est une question plus large. Oui, bien, il y a quand même des solutions qui sont, parce que là, c'est souvent les serveurs là, qui coûtent extrêmement cher, mais ces entreprises-là sont en train d'investir dans justement comment développer des nouvelles technologies ou réadapter les technologies pour faire baisser. C'est laquelle des plateformes qui a promis la carboneutralité en 2000?
je n'ai pas les données là, parce que je ne pensais pas parler de ça aujourd'hui, mais il y a une de ces entreprises-là qui a promis y arriver, je ne sais plus trop à quelle année, bientôt, mais c'était quand même une couple d'années. Là. Mais tout ça pour dire qu'on est en train de travailler à des technologies en lien avec les enjeux d'environnement. Mais après ça, c'est sûr qu'il y a, encore une fois, c'est l'éducation individuelle. Est-ce que si tout le monde recycle, ça suffit? C'est ça, là. Fait que moi, la responsabilité individuelle ça, c'est un point de vue philosophique, là. Est-ce qu'on devrait être individuellement tous responsables de ça ou est-ce qu'on devrait l'être davantage, qui devrait prendre la plus grande part de responsabilité? Moi, je crois beaucoup en l'État, personnellement, et je pense qu'on doit collectivement prendre davantage de responsabilités puis imposer ces responsabilités-là au privé, là. Parce que je ne pense pas que les individus vont cesser d'écouter du HD sur leur téléphone mobile, même si c'est inutile. Puis là, il y a la 5G qui débarque, là. Puis ça, c'est marketing, ça vend. Puis encore une fois, c'est la structure économique qui fait en sorte que ça vend, on le vend. Bon, on est convaincu par le marketing, on l'achète, on l'utilise, même si c'est pas bon. Bref, c'est tout ça là, qui rentre en jeu, là, mais effectivement, c'est un enjeu. C'est un vrai enjeu. Donc, c'est Apple, c'est ça. Merci, Roxane. C'est pour 2030. Alors, voilà. Ça va poser des questions aussi. Bien, il y a les gaz à effet de serre, il y a l'extraction des minerais. En tout cas, il y a plein d'autres choses. Oui. Mais bon, on ne pourra pas, c'est peut-être pas le thème d'aujourd'hui, mais il y aurait tout un autre thème à explorer. Ah oui. Est-ce que ultimement, sur le long terme, c'est viable d'avoir autant d'infrastructures numériques, technologiques? Puis on dit que c'est dans le cloud, ça dématérialise, mais dans les faits, les coûts sont assez élevés. Puis là, ça pose la question comment vivre de façon peut-être plus sobre au niveau numérique, donc aussi peut-être être moins branché sur nos écrans puis faire autre chose à l'extérieur du monde numérique. Mais bon, c'est des questions très vastes ici. Le numérique, ça touche toutes les sphères de la vie. Fait qu'on peut vraiment s'étendre puis aller partout avec ça, là. C'est incroyable. Puis c'est pour ça que c'est un peu rendu un incontournable. Quitter le numérique actuellement, le coût social est extrêmement élevé. Je le vois, là, il y a des gens qui écoutent de Social Dilemma qui disent « Adieu, je quitte le Facebook ». Ben, ça ne dure pas longtemps parce qu'ils vont avoir des répercussions dans leur vie professionnelle, leur vie personnelle. Je veux dire, t'es complètement, tu peux être isolé puis te sentir exclu du monde. Et c'est encore pire pour les adolescents, sachez-le, que de ne pas avoir accès à ces plateformes numériques-là. C'est rendu l'espace public principal, en fait. C'est rendu que même quand vous écoutez les médias traditionnels, on fait tout le temps référence à cet espace public-là. Fait que même en écoutant les médias traditionnels, vous allez avoir l'impression d'être complètement out. La façon dont les gens interagissent dans le monde concret, sont influencés de ce qui se passe dans le monde virtuel. Donc, on ne peut plus on est déjà dans la matrice, comme dirait non pas mon idole Elon Musk, mais absolument pas même. Mais bref, on est déjà là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne peut pas reculer, puis je ne pense pas que c'est en essayant de créer un mouvement, si vous l'avez vu là, dans la vie, là, ce genre de mouvement, on arrête, on change le monde, on arrête les écrans. Ça n'arrivera pas. Ne serait-ce que c'est un privilège déjà d'être capable de le faire. C'est le privilège d'être capable de vivre dans l'isolement. Mais non seulement ça, là, vous irez parler dans les milieux défavorisés, une mère monoparentale, là, sa tablette, là, c'est vraiment un helper sur lequel, dont elle ne peut se passer souvent. Alors, de lui dire comme ça, non, tes enfants ne doivent pas être sur des écrans, bien, c'est souvent l'outil qui lui permet, dans le fond, d'avoir un certain équilibre de vie. Donc, c'est un privilège de pouvoir se passer. Puis d'ailleurs, ça, c'est un autre commentaire par rapport au documentaire où je vois ces gens-là ultra riches de Silicon Valley qui disent « Moi, mes enfants n'ont pas de tablette. » Ben oui, ils ont des nounous. Tu sais, je veux dire, je comprends, mais tu as un privilège. C'est pas tout le monde qui peut prétendre. Je veux dire, essaye de faire 8 heures de char avec un enfant, pas de tablette. Vous le savez tous, là, qu'est-ce que c'est. Là, tu sais. Puis moi, je le vois, là, j'en côtoie des parents, là, puis pour vrai, c'est pas pour rien que les enfants finissent par utiliser le téléphone à 6-7 ans puis à être sur TikTok. C'est parce qu'on a des vies très intenses, puis la parentalité. Puis ça, c'est une autre question, là, justement. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'avoir assez d'espace et de ressources pour être parent, qu'on est obligé de s'appuyer sur ce numérique-là? C'est peut-être plus ça, la grande question. Puis j'ai d'ailleurs un autre élément là-dessus, c'est quand on parle des enfants qui accordent tellement d'importance aux likes sur Instagram, sur Facebook. Bien, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas assez d'équivalent dans le monde concret. Parce qu'un like, un rire, un cœur, c'est quelqu'un qui te tape dans le dos et qui te dit que tu es bon. Bien, si tu ne te le fais jamais dire dans le monde concret, bien, peut-être que tu vas le chercher davantage dans le numérique. T'sais. Fait que c'est de voir l'ensemble puis de sortir de cet outil-là puis d'être capable d'évaluer le contexte
pour être capable d'être plus nuancé dans comment on va intervenir, comment on va changer les choses. Puis oui, peut-être qu'on peut se rendre compte qu'on a une utilisation vraiment malsaine des plateformes. Par exemple, moi, je n'ai pas de notification. Là, j'avais mis celle de Trump, mais je vais les enlever. Mais j'ai aucune notification sur mon téléphone, à part de façon contrôlée, pour la simple et bonne raison que je vais être en pleine possession de la décision de quand est-ce que je vais faire quoi sur le numérique. Et je pense qu'il y a moyen d'instaurer ces espèces de connaissances-là, mais ce n'est pas en étant complètement radical qu'on va y arriver parce que le coût à payer est beaucoup trop élevé. Parfait. Je vais prendre peut-être encore une question. Je vois le temps qui file. 1h15. Ça fait déjà une bonne heure qu'on discute. Puis c'est une discussion très vive, très, très dynamique, stimulante. Une ou deux questions. Je ne sais pas, les gens, les étudiants, étudiantes dans la classe, si vous avez des questions, ceux qui n'ont pas Là, je m'excuse, je n'ai pas le temps de tout lire les commentaires parce que je peux comme pas faire les deux. J'ai essayé d'en prendre un peu, donc d'en amener, mais il y en a d'autres aussi. Mais ouais. Okay, ouais. Je ne sais pas si des gens ont des questions. Ils voulaient revenir peut-être sur un commentaire que je n'ai pas ramené dans la conversation. Si vous êtes en accord, en désaccord avec l'analyse, des éléments, des choses que vous voulez aborder, approfondir. Vaste sujet. Donc, ouais. Donc, je vois, il y a plein de choses. Peut-être Nelly est en train de lire si elle veut peut-être rebondir oui. Elle-même, en fait, toi-même, sur des commentaires qui ont été dits. Commentaires critiques, d'approbation. Il y a beaucoup de parents qui sont anxieux parce qu'ils ne savent pas comment accompagner leurs enfants, mais je vais vous dire, là, ça, c'est une norme. C'est incroyable. Puis, tu sais, je suis en train d'essayer justement d'effectuer un petit laboratoire, comme je disais tout à l'heure, avec une école où j'ai fait plein d'interventions avec les enfants. Là, j'en fais une d'ailleurs ce soir avec les parents de ces écoles-là. Puis, il va falloir qu'on débloque des ressources là, aussi au niveau de ces aspects-là. La littératie numérique, l'accompagnement des enfants là-dedans, mais aussi des adultes, des aînés. Surtout avec la pandémie, le numérique a pris une place hallucinante. Hein? C'est souvent la seule façon qu'on a de socialiser actuellement. Donc, comment on fait pour outiller tout le monde? Là, il y a des gens qui se sentent victimes de catfishing, de bullying, puis il y en a beaucoup de ça, puis de fraude. Mais ça, c'est parce qu'on n'est pas outillés. Parce que, je vous le dis, là, si vous n'êtes pas bien sur vos réseaux sociaux, c'est parce que vous pouvez les gérer d'une certaine façon pour éviter ça. Apprendre à signaler, à bloquer, à choisir ses amis, à créer des listes, à créer des espaces de communauté qui sont un petit peu plus safe ou qui sont vraiment spécifiques pour un sujet ou un autre, puis de vous contrôler pour pas aller... C'est sûr que si vous allez dans les zones de commentaires des médias, c'est le pire endroit. Puis ça, c'est un dernier aspect que je veux peut-être soulever là, en terminant, c'est que sociétalement, on n'a pas pris cette responsabilité-là d'un peu établir une culture de civisme. Et les médias ont une très grande responsabilité à cet égard, dans le sens où est-ce qu'on ne modère pas les ondes de commentaires. Et ça, c'est grave. C'est pas normal qu'en écoutant le live de mon premier ministre, je vois des commentaires violents défiler, là, puis de menaces en live. Ça, là, je ne devrais pas être exposée à ça en tant que citoyenne. Comment ça se fait que je le suis? On ne peut pas me dire que c'est parce que ça marche de même Facebook. Je le sais, moi, qu'il y a des moyens de pré-filtrer ça puis de modérer ça. Là, la modération n'est pas faite parce qu'on a rendu acceptable cette non-modération-là. Puis je vous dis, j'ai travaillé à Radio-Canada il y a 10 ans et ça ne l'était pas. C'était primordial de tout pré-modérer. Là, c'est comme si tout à coup, on était rendu vraiment dans un air de face de Far West, où est-ce que, ben non, on ne modère pas, c'est le même Facebook. C'est pas vrai, il y a des outils. Puis de plus en plus d'outils. Là, il faut juste les investir. C'est-tu un problème de ressources? Peut-être. Mais bref, il va falloir qu'on change notre façon d'agir pour rendre inacceptables certains comportements sur les médias sociaux. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'observe chez les jeunes cette sensibilité-là plus développée parce que je pense qu'ils sont quand même au niveau moral, au niveau du civisme, mieux accompagnés, mieux soutenus que les générations plus âgées là, que c'est arrivé dans leur vie sans qu'ils aient pu y réfléchir. Là. Donc, je regarde, là, je vais donner des conférences dans les cégeps et on a une éthique comportementale par rapport au téléphone qui est beaucoup plus intéressante. On va dire que dans bien des cas, je me suis retrouvée devant des adultes, là, je me dis qu'il y a de l'espoir. Tu sais. Super. Merci en fait beaucoup, Nelly. Peut-être que j'arrêterai ici. Petit mot de la fin, très intéressant sur une petite note un peu d'espoir sur les jeunes générations, mais aussi sur l'idée, je pense qu'on vit dans un monde d'une société numérique de plus en plus influencée, gérée par des algorithmes. C'est les humains qui font les algorithmes, donc on peut quand même avoir un contrôle si on contrôle les humains qui créent les algorithmes.
Puis c'est comme s'il nous manquait une compréhension de ce que c'est être citoyen, citoyenne dans une société numérique. La citoyenneté numérique, la littératie, comme tu dis, ou cette éducation civique, c'est quelque chose qu'on doit développer à grande vitesse parce qu'on vit déjà dans la société numérique, mais c'est comme si on n'avait pas développé les réflexes, les habitudes, les règles, les normes pour être capable de bien interagir ensemble comme individus civilisés dans cette sphère-là. Donc, par exemple, dans mon cours, je faisais des liens avec le civisme, respect mutuel, l'écoute, la réciprocité. Les médias sociaux ne nous encouragent pas tant que ça à faire ça, mais ça ne veut pas dire que parce que ça ne fonctionne pas comme ça qu'il ne faut pas que ça change, en fait. Donc, cette idée-là de développer citoyenneté numérique et tout ça, c'est peut-être une des pistes à explorer pour la suite, puis agir pour changer aussi au niveau des infrastructures, des plateformes, parce que si on ne change pas les règles du jeu, les plateformes vont peut-être absorber la critique, puis juste faire des petits changements à la marge ou de façon superficielle. C'est ça, on ne veut pas des changements cosmétiques, on veut des changements significatifs, là. Donc, effectivement, parce qu'en les laissant agir sur des coms, ben on est dans du spectacle puis du cosmétique, puis on ne va pas changer le fond des choses. Mais même en politique, là, ça peut sombrer parfois là-dedans, donc il faut vraiment, c'est ça, espérer que les élus de demain seront un petit peu plus, vont mieux comprendre, mais tu sais, puis qu'il y a de plus en plus de fonctionnaires qui comprennent, là, ne serait-ce que le rapport que j'ai nommé. Moi, j'ai été agréablement surpris, puis je me suis dit, ben, il y a des fonctionnaires qui comprennent quand même, là, parce qu'il est bien fait, ce rapport-là. Quel est le nom déjà du rapport comme tel? Je ne l'ai pas. Je peux peut-être te l'envoyer a posteriori. Je sais que c'est le 125e rapport, puis que c'est Charles Angus qui l'a porté, là, du NPD, mais c'était non partisan. Mais je ne me rappelle plus de son espèce de nom compliqué, super long. Là. Je pourrais je peux peut-être même te le retrouver rapidement maintenant pour... Super, pour les gens. Oui, pour le mettre. Parfait. Je vais essayer de retrouver ça. Sinon, en fait, je remercierais tout le monde qui sont venus, qui sont restés en fait pendant cette heure et quart et demie à discuter, puis à échanger, puis à écouter en fait Nelly échanger avec intérêt, fougue, en fait, tous ces enjeux qui sont hyper importants pour notre vie actuelle, pour la vie démocratique, pour notre santé psychologique aussi, nos interactions sociales en temps de pandémie. Ça a permis d'avoir Zoom, qui est une compagnie privée, qui a des problèmes de sécurité, tout ça, mais de nous voir quand même malgré la pandémie, de pouvoir accepter des gens qui n'étaient pas dans la classe. Et en même temps, il faut toujours rester critique puis essayer de voir quels sont les angles morts de ces enjeux. Donc, je remercierai tout le monde qui a été présent. Puis, je pense qu'on finirait ici la conversation. Voici le nom du rapport. C'est le rapport du comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique. Puis là, c'est ça, j'essaie de voir si j'ai le lien. Ah oui, j'ai le lien. Voilà, je vous donne le lien tout de suite. Ça se lit comme un roman. En tout cas, moi, je l'ai lu comme un roman. Si le sujet vous intéresse, là, c'est un très excellent rapport. Et je suis d'accord avec toutes les recommandations qu'il y a dans ce rapport-là. Parfait. Merci beaucoup, Nelly. Donc, on a de la lecture et du grain à moudre pour la suite des choses. Il faut vous critique. Puis, merci d'avoir discuté avec nous de démocratie. Oui, et faire pression sur nos futurs élus et élus pour s'intéresser. Social Dilemma, pour les gens qui ne l'ont pas regardé, vous pouvez le regarder à nouveau, peut-être avec cette nouvelle lecture critique qu'a faite Nelly. Moi, j'avais bien aimé le documentaire. Je trouvais que c'est bien de faire peur aux gens, mais il ne faut pas juste faire peur, il faut éduquer puis outiller les gens aussi. C'est encore plus important. Donc, merci beaucoup pour de vrai. Donc, je vous laisse ici. Merci Nelly d'avoir participé. On s'est au courant. Au revoir tout le monde. Au revoir les étudiants. Bonne journée tout le monde. Bonne journée.